Histoire de la photographie, chapitre 8. Je m'appelle Franck Senot et je suis prof d'histoire de l'art à Évry et en ligne avec le studio Déclic pour le 8e mois pour une histoire de la photo. Euh, une histoire de la photo, souvent, dans les livres, très bons, une petite bibliographie à saisir. Si vous voulez faire une capture d'écran, c'est tout de suite maintenant. Voici les livres dont je vais parler aujourd'hui. Le fameux livre sur Margaret Cameron qui me sert d'arrière-plan, les photos de Lewis Carroll dont je ne pourrais pas beaucoup parler, mais je vais l'aborder, et je vais essayer de vous faire découvrir de merveilleux artistes anglais. On va aller en Angleterre au 19e siècle, autour de Cameron, Carroll, Regelander, quelques anonymes, je continuerai le mois prochain, et la théorie, et Victorious Hill. Là, je l'ai mis en gros plan parce que on a le plus d'infos possible, plus qu'un livre sur la National Gallery de Scotland, puisqu'il est écossais. Et les références, Susan Sontag sur la photographie et la chambre claire de Monsieur Roland Barthes. Si vous faites une capture d'écran, vous aurez ma tête, mais vous aurez la bibliographie. Je disais une histoire de la photo, je me lance immédiatement. Habituellement, on peut penser qu'une histoire de la photo se fasse avec des noms, avec des auteurs. Il y a beaucoup de photographies qui vont être anonymes dans les débuts. On a dit 1824, 26, en 1839, la photo se diffuse un peu partout. On a vu la dernière fois comment la photographie pouvait devenir un art directement, c'est-à-dire en jouant sur l'instantanéité, mais avec l'espèce d'idéologie de l'instantanéité. Attraper un instant serait la capacité de la photo, alors qu'on va voir avec les photos de Cameron qui est derrière moi, que le temps long peut faire partie du charme de la photo, que le flou peut faire partie des caractéristiques de la photo, parce que pour qu'une discipline devienne un art, il faut aussi qu'elle fasse jouer ses atouts à elle. Et au lieu de jouer avec une histoire de la photographie, comme on l'a aussi avec le merveilleux Denis Roche et les commentaires qu'il fait tout à fait personnels sur l'histoire de la photo, choisi des images, c'est lui qui m'a, chez Azan, qui a attiré mon attention sur les gens qu'on va voir aujourd'hui. Les voici en dossier. David Octavius Hill et Robert Adamson. Une première histoire qui finit de façon très touchante. Oscar Gustav Regelander, qui, comme son nom ne l'indique pas, est d'abord suédois puis anglais. Nous passerons par John Robert Parson. On est toujours au 19e. Je ne peux pas ne pas faire de crochet par Lewis Carroll, même si ça demanderait un traitement en soi. Cameron, le chef-d'œuvre, et puis une conclusion avec Barthes et avec cette photo anonyme qui est invraisemblable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une histoire de l'art, je propose de la traiter par le cadre. Cadre, hors cadre, plein cadre. Ça signifie, je voudrais tirer 3 fils, qui fait que mon idée principale quand on fait des conférences comme celle-ci, c'est de partager avec tout le monde, si vous ne connaissez pas ces noms, photographes anglais, Hill, Regelander, Parson, Carroll, Cameron. Ça, c'est une première chose. Ceux qui ne connaîtraient pas pourraient dire j'aime beaucoup ces images, je veux les découvrir encore davantage. Ce qu'on va traiter par le cadre, c'est une façon de regarder une question de qu'est-ce que c'est que la photo au 19e, comment elle se développe, par 3 entrées. La première qui regarde le cadre, c'est celle de la peinture. David Octavius Hill est peintre initialement. On est en 1840, je vous dis, la photo se développe en 1839, donc on est en Angleterre tout aujourd'hui, et principalement, on est en Grande-Bretagne, pardon, parce qu'on va aller en Irlande et en Écosse. Et Denis Roche nous rappelle que Hill est d'abord un peintre de paysage. On le voit ici, il est en photo avec un petit carnet à croquis sur site, en train de faire des dessins. Le voici. David Octavius Hill, c'est pas forcément le plus connu, et vous allez voir que les calotypes dont on a parlé, qui est un système de tirage plus sensible, d'impression, pardon, pas de tirage, plus sensible à la lumière, permet de travailler en extérieur, permet de faire des choses plus enlevées, et notamment des portraits, qui sont arrivés assez tôt. Octavius Hill, il a un rapport avec le cadre parce que, avant de faire tout ça, il fait de la peinture. Il est d'abord peintre, et dans les collections de la National Gallery de Scotland, et je vous invite à aller voir le site qui est très bien fait, site internet, on peut regarder toutes ces images, on voit que c'est un excellent peintre. Et pour commencer par la fin,
l'histoire du cadre pour Octavius Hill, c'est que c'est comme nombre des photographes qui vont découvrir la photo, s'en saisir, lui donner des lettres de noblesse. Cette histoire est assez étonnante. La première sur trois, c'est qu'une fois la période photographique abordée, Octavius Hill arrêtera la photographie et redeviendra peintre, comme il l'était avant. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'il va, dans cette pratique de la peinture, si on prend oui, le 17e, 18e siècle anglais, 18e, on a une grande école de la peinture anglaise. Alors en France, on la connaît moins parce qu'on est très obsédé par notre peinture de paysage qui est nourrie par l'art hollandais. Et puis surtout, on est obsédé par notre école de Barbizon et par notre école impressionniste au 19e. Mais la peinture anglaise a l'idée d'aller dehors, bien que le climat n'y s'y prête pas toujours, mais ils ont une parade fameuse en faisant de l'aquarelle. Euh, ce que fait Octavius Hill, c'est un portrait qui fait penser tout à fait honorablement, des beaux portraits qui font penser à la peinture de Reynolds, à la peinture, pour les plus connus, alors il ne fait pas du portrait, mais Turner, Constable, des peintres qui sont exposés en ce moment au musée de Bordeaux. Et puis ce que Octavius Hill va faire, c'est que lors un événement important, en 1840, dit Denis Roche, Hill est un peintre réputé de paysages romantiques qui se consacre à la célébration des beautés naturelles de l'Écosse. Toujours Denis Roche, je suis page 20. Il a également publié une série de gravures sur acier tirées de ses propres tableaux pour illustrer les poèmes de Robert Burns. Ici, on est face à une peinture invraisemblable. Je vous explique tout de suite ce que c'est. En 1843, Hill se met en tête de peindre un gigantesque tableau, le voilà, à la gloire de l'Église d'Écosse qui venait de faire sécession et dans lequel il projetait d'intégrer les portraits de 474 de ses membres. On est d'accord qu'il y a du travail. Et que si on reste sur une histoire de la peinture, c'est d'ailleurs le premier plan, les objets, le sol, tout est une petite merveille. Hein. Il y a juste que l'indigestion arrive jusqu'ici. C'est-à-dire dans l'accumulation, ça rappelle un peu le Panthéon de Nadar, qui était le même projet en fait, mais il le fait plutôt, de faire l'inventaire visuel de tous les grands hommes ici liés à l'Église d'Écosse qui vient de faire sécession et ses 474 membres les plus influents. Qu'est-ce qu'il fait pour s'aider à faire cela? Parce que il était à l'Assemblée, alors c'est une traduction Google toute faite du site du Wikipédia de Octavius Hill, parce que Octavius Hill, il n'est pas du tout célébré en France. Et d'ailleurs, même en Angleterre, la première exposition, ce sera dans les années 1950. Alors, en 1843, 450 ministres quittent l'Assemblée de l'Église d'Écosse pour se rendre dans une autre assemblée, l'Église libre d'Écosse. Et il veut enregistrer cette scène dramatique avec son ami Lord Cockburn et un autre spectateur, Brewster, qui lui suggère de se servir de la photographie pour obtenir les portraits des ministres présents. Et voici, par exemple, 4 ministres présents. Ça vaudrait le coup, puisqu'on est dans le monde anglo-saxon, retrouvez-les. Et je peux vous souffler, ils sont en haut à gauche. Mais ce que Octavius Hill ne savait pas faire, il va l'apprendre. C'est Brewster qui lui donne l'idée de s'appuyer sur la photographie et de demander à un passionné, Robert Adamson, de prendre ses photos. Parce qu'Adamson, c'est plutôt un opérateur. Et comme on est dans les débuts de la photographie, il y a une technique, un savoir-faire qui existe toujours, hein, qui fait le sel de tous les photographes dès qu'ils commencent à se parler, mais où on va voir que le binôme Hill-Adamson fonctionne terriblement bien. Adamson, c'est l'opérateur, celui qui va savoir gérer la technique, son efficacité, sa rapidité. Il va donc faire des prises de vue, et ces prises de vue vont servir à faire ce grand tableau. Ils vont faire un binôme, et qui va durer un petit temps. Je vous explique tout de suite pourquoi. Ils ouvrent en 1850, voilà, à Édimbourg, le Calton Hill, et ils auront l'occasion en quelques années de faire je l'ai écrit en haut à gauche, plus de 3000 tirages. Ce qui est énorme, hein. On est dans les années 1850, on dit encore la préhistoire de la photographie.
Pour rappel, Nadar, c'est plutôt les années 1870, on va y venir. Voici les portraits que font le binôme Hill et Adamson, des portraits notamment de Hugh Miller, qui sont des merveilles, à la fois parce que on dirait le Miller des films Marvel qui a des grandes piques sur les bras, là, le Serval, et que c'est surtout, grâce au calotype, la possibilité, vous voyez, j'ai tout trouvé sur les National Galleries Scotland, un géologiste et auteur, on est autour de 1843, ça veut dire circa, autour. Et le voilà en extérieur, voilà, possibilité par le calotype d'une plus grande sensibilité, pour prendre en photo un chercheur en train de réfléchir, en train de travailler sur le terrain, des tas de portraits en extérieur qui sont tout à fait vivants et tout à fait passionnants. On a déjà là, dès 1840, un très grand portraitiste. C'est un binôme, à la fois parce que Hill est celui qui, par sa pratique de l'art, va savoir, il faut venir faire son portrait à déclic. Vous voyez, flou derrière, on aperçoit un petit morceau de la chaise, netteté sur le devant, netteté sur les effets de manche, et lumière qui vient bien couper le profil, bien le découper pour qu'on lise bien le visage, qui a l'air d'ailleurs, quand il est cadré comme ça, beaucoup plus doux que juste celle-ci. Vous vous doutez que si c'est dans les galeries nationales écossaises, c'est parce que l'histoire a beaucoup à voir avec ça. Adamson, qui est tout jeune, le rejoint donc à Édimbourg. Il lui propose dans un premier temps de réaliser des portraits sous forme de photographie. Et ils vont réaliser tous ces portraits que je voudrais vous faire découvrir en images. Alors, ça, c'est toujours passionnant. Mais, dans la collection écossaise, deux tirages, un plus clair, un plus foncé. Toujours difficile de dire qu'est-ce qu'on préférerait. Il faudrait en discuter avec des spécialistes. Et on a quelque chose qui est plus foncé, plus bouché, alors qu'ici, la clarté donne une espèce d'ouverture. Si je reviens à mon thème du cadre, qu'est-ce que je suis en train de traiter quand je parle de ça? Je parle de quelqu'un qui vient de la peinture, en fait, qui a donc l'habitude de traiter un cadre, une composition, des éléments en oblique, un arrière-plan qui se détache, une façon d'attirer l'attention sur un livre qui est entrouvert. On a des poses qui finalement sont assez classiques, si je peux prendre ce terme, c'est-à-dire qu'on retrouverait dans la peinture de cette époque-là, de portraits, et qui sont exportés dans cette discipline qui est nouvelle de la photographie. On a une netteté, une mise au point, un travail de la lumière qui vient à la fois lumière, composition, disposition du personnage de la peinture, et précision, piqué, on pourrait dire, gestion des fonds, des ombres aussi, qui sont autour de la photographie. Il y a un enjeu qu'on ne va pas trouver chez Hill, mais qui est du même ordre, c'est que pendant un certain temps, on admettra assez bien que les portraits puissent être en photo, puissent servir de support. Ils ne peuvent pas égaler du tout la peinture. On n'a pas du tout confiance dans cet élément technique. Par exemple, on va longtemps pas accepter qu'il puisse y avoir de la peinture, de la photo de nu. C'est trop cru, en fait. C'est trop direct. Ce qui est une notion qui est assez intéressante, hein. C'est-à-dire si je dessine, ça semble déjà un peu à distance par rapport à ce qui est autour de nous. Ce qui m'intéresse de montrer avec ces portraits de Hill, c'est que ce métier de peintre, il se retrouve aussi dans la façon de composer le fond, la façon dont les personnages ont l'air d'être occupés par une espèce de hors-champ qui fait partie de l'histoire des images, c'est-à-dire elle est en train de rêver. On est toujours en train, dans le portrait, de suggérer une activité intellectuelle que le personnage aurait. Il aura interrompu sa lecture un instant, puis son regard s'évade sur le côté. On a quelque chose qui est presque un peu théâtral. Vous voyez, on a le personnage qui est ni de dos ni de face. Il est dans une espèce de torsion qui donne une dynamique. Le bassin est dans ce sens-là, et puis le visage se tourne vers nous, mais sans regarder vers nous. Parce qu'un des enjeux, si j'y vais un peu vite, même si ici j'ai triché un petit peu, vous l'avez peut-être vu passer, c'est que notamment, pendant très longtemps, le personnage en photo ne regarde pas de face. On va voir pourquoi. Voilà, compositions qui sont assez picturales, les objets ont de l'importance, le rapport au fond a de l'importance,
Et puis, la photo, tout doucement, justement, va faire entrer quelque chose comme ça. Voilà. Il apportait sa science picturale, son sens de la composition, les dégradés de l'éclairage, Adamson, son savoir-faire de calotypiste, et à eux deux, ils rendront définitivement évident que la photographie est un art qui ne tire ses ressources que de ce qu'il est essentiellement, que cet art n'obéit qu'à ses propres lois, que celles-ci naissent en même temps que lui et que surtout elles sont neuves et prodigieusement fécondes. Si le personnage nous regarde, ça n'a pas la même force que si c'est une peinture. Ça n'a pas la même force parce que on attend de la photographie ou on devine grâce à ça dans la photographie la présence de la personne qui était devant l'objectif. Il y a eu un vrai humain. On va voir qu'avec Parsons, le travail à destination des peintres, la question ne se posera pas de la même façon. Je le redis d'une façon plus simple, parce que c'est tellement évident pour nous que ça paraît bizarre que je soulève la question. Dans la peinture, il y a toujours une part de fiction, c'est-à-dire que la personne qui est représentée n'est peut-être pas la vraie personne, n'était peut-être pas là à ce moment-là. Dans la photographie, vous allez me dire, c'est évident. Non, non, c'est pas évident, et vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais vous révéler tout à l'heure, restez, l'inventeur du Photoshop, c'est-à-dire de celui qui peut totalement inverser et faire de fausses images. Ne bougez pas. En isolant un détail, voilà, en mettant la lumière, en n'affleurant que sur un morceau, sur un magnifique costume. Le double portrait le plus connu de Hill, avec une espèce de Macron un peu plus vieux, et le révérend, ces deux révérends, Guthrie et ils sont trois, mais Begg, Hugh Miller, qu'on connaît maintenant, et révérend Guthrie, petite merveille de ce que j'essaye d'expliquer en parlant de ce regard et de cette question du cadre. J'ai dit parce que c'est un peintre de formation qui s'associe à un photographe. Il y a une sorte d'héritage de la peinture. Mais il y a aussi cette idée du hors-cadre. Ils sont en train de regarder autre chose que nous. Ils sont en train de regarder à côté. Et ce qui change tout, c'est que quand la Dentelière, par exemple, de Vermeer, qui est une peinture du XVIIe siècle, elle est en train de faire son ouvrage, elle pose et en même temps, elle a une activité. Vermeer l'a peint. Mais je vous disais qu'on ne sait pas si c'est une vraie personne, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a vraiment posé, est-ce que c'est un mélange de plein de choses. Il y a toujours une part de fiction dans la peinture, quoi qu'il arrive. La photographie a toujours une part de vérité, réalité. Il y a quelque chose, va dire Barthes à la fin de la conférence, il y a toujours quelque chose de ça a été. Et la formule merveilleuse de Barthes que je voudrais utiliser en conclusion, c'est grâce à la photo, ce n'est plus seulement le présent qui est certain, c'est aussi le passé. Ce qui se joue ici dans le fait que le modèle puisse avoir existé vraiment, été là vraiment, c'est qu'à la fois il peut nous regarder et nous interpeller, entre guillemets, du fin fond de l'histoire, puisqu'il a disparu depuis très longtemps, mais en même temps, quand il regarde sur le côté hors champ, on a toujours l'impression, comme le modèle qui est derrière moi, qu'ils sont en train de regarder quelqu'un d'autre qui interagit avec eux. En isolant par le cadre le monde qui est autour du modèle, la photographie invente le hors-cadre en disant, je le dis de façon amusante, ces trois personnes-là ont l'air d'être plus intéressées par ce qui se passe à côté que par nous qui prenons la peine de les regarder. Donc ils ont posé pour la postérité, mais en même temps, ils sont déjà ailleurs, déjà en train de regarder autre chose. Ce jeu de regard au spectateur et de regard vers l'extérieur est le cœur de ce qui fait l'art de la photographie. Je disais le mois dernier que cette idée d'instantanéité va s'inventer en même temps que la photographie. Ici, il s'agit du regard caméra, on pourrait dire ça comme ça, parce que longtemps, le cinéma n'a pas non plus accepté qu'on regarde caméra. Et Barthes dit d'ailleurs que le cinéma est proche de la peinture et que la photographie est complètement hors de ce jeu. Dans cette possibilité, ben là, je vous regarde, mais je regarde ma caméra, en fait. Si je vous dis attention, je te vois, en fait, je vois personne. Le photographe, en proposant au spectateur de regarder, regarde pas l'objectif, ça va donner l'impression que, ou regarde l'objectif, ça va donner plus de force, en choisissant de nous regarder ou de ne pas regarder, de sortir du cadre ou d'être dans le cadre, le photographe apporte quelque chose d'une densité d'existence de celui qui est là.
Densité, c'est-à-dire soit en nous regardant fortement, soit en ayant l'air d'être ailleurs dans un monde qui n'est pas avec nous, mais qui nous est présenté. Alors peut-être que c'est un peu flou ce que je raconte là, mais je vais essayer de le préciser avec mes deux autres entrées. Mais on n'en a pas fini avec David Victoriosil et son aide Adamson. Voilà, les séries de portraits sur les 3000 tirages qu'ils ont réalisés à Édimbourg dans ces années 1840-1850. Des portraits qui sont une merveille, hein, qu'on pourrait imaginer dessinés par Ingres un peu plus tard, même si le vrai génie de Hill et Adamson, c'est ce qui est en train de se passer ici et que Denis Roche célèbre. Alors, Denis Roche a une façon de le raconter qui est merveilleuse, c'est que sensible à la vie écossaise, Adamson et Hill vont se rendre dans une ville dont je vais essayer, en priant, de dire que c'est la bonne prononciation, New Haven. Je dis ça parce qu'en anglais, ça a l'air d'être ça, mais je me méfie. Et nous sommes face à des pêcheuses, Fisher Girls. Denis Roche dit d'une façon amusante, personne ne pourra jamais expliquer comment ces deux hommes se sont retrouvés 2 ans plus tard, donc on est en 43-45, dans une communauté de pêcheurs au bord de la mer en train de faire quelques-unes des plus belles photographies d'art qui soient au monde. C'est pas une petite qualité. Et c'est là qu'il dit, il apporte la science picturale. Voilà quelques vues générales. Alors, le grain, la façon de le montrer, voilà, on pourrait penser que c'est un dessin, que c'est une peinture. C'est pas cette série de New Haven qui est la plus merveilleuse. Ce sont les portraits que va faire Hill et Adamson. On a des personnages qui, la plupart du temps, sont des pêcheurs, qui ont décidé, voilà, un intermède, dit Denis Roche, une vacance entre deux toiles monumentales, un aparté avec des gens pauvres et taciturnes qui posaient quand ils n'étaient pas en mer, en haute forme, gilet rayé et pantalon blanc, leur tenue normale de villageois. C'est-à-dire, on est dans un village de pêcheurs avec des gens qui savent ce que c'est que le travail, qui n'ont pas de raison forcément d'être pris en photo, qui n'ont pas encore de raison d'être dans l'histoire de l'art, et qui, par la délicatesse, et très tôt, hein, on est en 43, alors je vous dis, Nadar, c'est 1870, et j'ai dit de Nadar que c'était un des premiers qui faisait de la photo un art, donc en Angleterre, dans les années 40, on a déjà des génies de la photographie. Qu'est-ce qui se joue ici? En fait, on a, pour faire court, des gens modestes qui sont pris en photo d'une façon noble, avec le même cadrage, le même souci du détail, de la lumière rasante, de la pose et de la composition, qui réunit tous ces gens qui, Denis Roche a une formule merveilleuse, comme si pour eux aussi, ces villageois, tout cela n'était qu'un intermède, une vacance entre deux cachalots et deux grands filets remplis de morues, un aparté avec des gens de la ville venus leur trouver des airs de chef-d'œuvre. Et celui-ci particulièrement, commenté par Hill, voilà, c'est Reading the Line, il est en train de préparer sa ligne, vous voyez dans sa main, on est en juin 1845. Denis Roche, il trouve quelque chose de la noblesse en fait du portrait dans un contexte qui n'est pas celui de la noblesse du portrait de studio. Et j'y ajoute, mis à part le plaisir de vous faire découvrir ces deux-là, Hill et Adamson, l'art du cadre, l'art d'isoler le personnage, de ne pas tout à fait avoir de lumière sur le visage, qui donne une espèce de décalage à la perception du portrait qu'on a devant nous, une espèce de hors-champ. Est-ce qu'il a les yeux baissés? Est-ce qu'il regarde vers l'extérieur? Il est évidemment en train de poser. Il est en même temps en train de travailler. Il est en même temps très joliment habillé. On sent que ce n'est pas du tout quelque chose d'annexe. Et dans cette composition-là, il y a quelque chose du hors-champ du travail, du hors-champ de la vie d'ailleurs, de ses mains, l'usure de ses habits, le fait qu'il soit occupé, qui entre dans la photographie elle-même et qui donne une espèce de stature impressionnante. Voilà. Dans le cadre, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur du cadre. La fin de l'histoire est tout à fait touchante. Ce sont des portraits merveilleux qu'on va vous retrouver sur le site
des National Gallery écossaises. Qu'est-ce qui est incroyable dans mon histoire? Voilà les images de l'ensemble du village, mais ce sont vraiment les portraits de pêcheurs de poissons qui sont merveilleux. Eh bien, Adamson, que voici, le jeune opérateur, meurt. Voilà, pas longtemps, hein. Ils travaillent ensemble. Adamson, que voici, meurt à 27 ans, en 1848. Et qu'est-ce que fait il? Ben, il retourne à la peinture. Il ne fera plus jamais de photographie. Et voici la découverte de son travail dans la galerie en question. Par le savoir-faire pictural, par l'école anglaise de la lumière, vous voyez les choses que pouvait peindre il. J'ai montré des portraits, mais des paysages qui sont de la grande école du paysage et de la lumière, en fait, qui viennent du XVIIe siècle. Tout ça exporté sur ces portraits en extérieur, dans un cadre et dans un art de convoquer à l'intérieur et à l'extérieur du cadre autre chose que ce qu'on voit. C'était ma première histoire de cadre. La deuxième est incroyable. Et quand je dis incroyable, je ne fais pas semblant. Incroyable, il s'appelle O.G. Gustav Rechtlander, là aussi, et ça c'est sa durée de vie. Et là, il nous arrive quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire que Rechtlander, lui aussi, vient du monde de l'art. Il est d'abord suédois, et puis il va vivre en Angleterre. Il va essayer tout ce qui est possible en photographie. Et mon cadre va se retrouver dans le fait qu'il fasse des études de main, dans une sorte d'isolement pour étudier la matière, étudier la capacité de mettre au point, étudier les poses de main, les différences de matériaux. Voilà. En même temps, Rechtlander vient à la photographie assez tard quand il assiste à Paris en 1855. Oui, j'ai déjà 10 ans d'écart par rapport à il, à cette exposition au Palais de l'Industrie qui présente la photographie qui va en se développant. Et puis là, on est toujours sous Napoléon III dans la Grande Galerie. Et puis, il va se marier avec Marie Rechtlander, qui est née Bulle, et puis abandonner la peinture. Le voici en composition avec sa femme, et surtout basculer vers la photographie et rester à Londres lors de cette exposition internationale, voilà, London Stereoscopic Photography Company, en 1862. Le schéma est presque identique. On a quelqu'un qui vient du monde de l'art, qui louche beaucoup vers l'art et qui, petit à petit, se tourne vers la photographie. Ce qui est merveilleux avec Rechtlander, c'est que, comment je peux le dire de façon un peu provocante pour plaisanter, voilà, il étudie la peinture à Rome dans les années 30, il s'intéresse qu'à la photo qu'en 53. Et c'est pour ça que j'ai mis cette petite photo qui est de lui, c'est-à-dire que, si je le dis un peu de façon directe, il va faire des horreurs. Des choses kitsch, des reprises de peinture, dans l'histoire de la peinture, mais l'histoire de l'illustration, l'histoire des chromos, c'est-à-dire de l'illustration populaire qu'on trouve partout, qui se développe avec les impressions au 19e siècle et qui vont donner des générations de... Alors, en cinéma, on dit des nanars, mais il n'y a pas trop d'équivalent, c'est-à-dire... C'est aussi le peintre Raphaël qu'on va revoir en influence de Rechtlander, qu'en est l'auteur, c'est-à-dire l'art des petits gamins avec des petites ailes, des petits flous artistiques. Alors, Rechtlander se met à la photo, il découvre un procédé du collodion humide. Après cette exposition, il le fait en 55 et puis il s'installe à Londres en 62 suite à cette exposition universelle. Et dans Victoria Street en 69. Alors, il fait des portraits, tout ce qu'il y a de plus classique, lui aussi, un studio de portraits avec des personnages cadrés, dont on voit comment ils doivent à l'histoire de la peinture en un sens, et comment le jeu du cadre est à la fois un jeu de l'histoire de l'art en général, puisque vous êtes en train de regarder des images, et moi je les regarde avec vous, et on en parle, et donc les peintres savent qu'ils font des images pour être vus, et donc ils s'amusent toujours à jouer de cet artifice en mettant des images dans les images, donc un reflet de miroir dans un reflet de miroir, un détail de femme en train de poser qui louche vers l'Antiquité. Donc des choses qui se retrouvent dans l'histoire de l'art assez classiquement et qui donnent ces merveilleux portraits que
que Rechtlander va faire de 1862 à 1870. Une sorte de Nelly Olson de l'époque, avec cet art qu'on a retrouvé bien plus tard, hein, quand j'ai parlé de pictorialisme, c'est-à-dire cette influence de la peinture et du dessin comme source pour la photographie, pour être reconnu comme art. En Angleterre, on a cette tradition-là, c'est tout. Une façon de faire qui ressemblerait lointainement aux photos hardcore que vous pourrez faire au studio Déclic. Il y a une espèce de flou et chez Harcourt, quelque chose qui vient vraiment de l'histoire de la peinture, qui se retrouve pas du tout dans la photo contemporaine, qui est presque entre guillemets ringarde, c'est l'idée de signer sur la photographie. Il y a toujours le petit sigle Harcourt, alors que on verra quand la photo se développe et l'art contemporain, moderne puis contemporain, le jeu de la signature, c'est aussi une façon de dépasser un cliché. Cliché est le bon mot. Mais si vous regardez bien ce que je viens de partager avec vous là, c'est que si j'y vais un peu vite à propos de Rechtlander, je vais aller au vif du sujet. On a quelque chose, on a une jeune femme inconnue qui pose en 1860, cadre flou, point sur les yeux, le visage, le flou des tissus, le flou de la peau donne une espèce de douceur. Et regardez comment, dès qu'elle regarde l'objectif, ça donne quelque chose qui a l'air beaucoup plus moderne. Alors, le terme moderne, c'est un sujet compliqué. J'en ai fait 150 conférences qui sont en ligne sur YouTube. C'est déjà le fait que le spectateur soit pris en compte, le fait qu'il y ait une espèce d'interaction, que l'image ne soit plus une espèce d'autorité qui serait livrée à l'histoire ou qui raconterait une histoire mythologique ou mythique. Le photographe, quand il demande au modèle de regarder, il y a quelque chose d'une densité de présence dont je parlais tout à l'heure et qui donne quelque chose d'un peu moderne. Mais ce n'est pas mon sujet je l'ai déjà évoqué avec ici Lewis Carroll qu'on va retrouver juste après, puisque tous ces gens sont anglais et se côtoient assez facilement. Voilà, le baron Tennyson, en famille. Beaucoup, et c'est la mode à l'époque, c'est pour ça que j'en dirai un mot avec Cameron et avec Lewis Carroll, des photos d'enfants qui aujourd'hui nous paraissent assez curieuses. Il y a toujours des photos d'enfants scolaires, mais des photos qui reconstituent des tableaux, des sortes de petites nunucheries avec des enfants qui ont des petites ailes. Alors ça se fait encore beaucoup. Et puis avec le temps de déguiser les enfants, vous savez sans doute, c'est pour ça que je l'évoquerai assez précisément, parce que je ne peux pas faire le tour, mais je ne peux pas aller complètement autour. Par exemple, Lewis Carroll a fait des enfants déguisés, mais qui sont un petit peu nus. Alors aujourd'hui, pour nous, ça fait vraiment quelque chose qui est plus qu'ambigu. Et par contre, il ne s'agit pas de le régler en un coup de cuillère à peau. Il faut regarder les images, voir ce qu'elles signifient avant. On va s'y attarder, mais je ne pourrais pas faire trop long. Voilà, ce que signifie l'image quand on la produit en 1857, ça ne peut pas être la même chose qu'en 2022. Voilà, des vierges en prière avec des jeunes filles qui servent de modèle. Rechtlander travaille sur tous les tableaux. Il fait aussi des petites scènes qu'on appelle narratifs, qui reproduisent des sortes de tableaux espagnols du XVIIe siècle, hollandais, des enfants mendiants comme Murillo, comme Velázquez, des scènes de genre qui sont dans l'art depuis 150 ans, en fait. Et la photographie mime cette façon de faire. Donc, le cadre qui m'intéresse ici, dans cette deuxième regard sur le cadre, c'est la façon dont tous les clichés de l'art est le plus ancien, en fait, art, pas du tout le plus novateur, vont se retrouver dans une pratique d'un artiste qui longtemps n'est pas considéré comme artiste, parce que en fait, ces images-là, c'est de l'imagerie de carte postale, et que il me semble, pour avoir fait beaucoup de choses sur l'histoire de l'art, que l'histoire de la photo, et on le verra le mois prochain en parlant de la photographie anonyme, elle a justement quelque chose à nous apprendre que l'histoire de l'art ne nous apprend pas directement, c'est ce que ces images populaires banales qui passionnent Rimbaud, c'est-à-dire de l'imagerie moche, kitsch, euh, peut avoir d'artistique. Bien, tous ces trucs qui sont accrochés chez ta grand-mère ou chez ton cousin, toutes ces devantures d'auto-tamponneuses, toute cette non-peinture, voilà, la photographie, c'est son sujet à elle aussi, puisque c'est un objet de consommation et un objet de circulation. C'est une image multiple, nous a bien appris Walter Benjamin. Et donc, cette diffusion fait partie aussi
de sa culture. Et faire une histoire de la photo sans parler de la photo anonyme, ça ne serait pas possible, on le fera le mois prochain, mais dans ce que je veux dire là, regarder les photos seulement par les chefs-d'œuvre, seulement par les grands auteurs, me semble être une erreur qu'il faut essayer de contrecarrer. Voilà pourquoi je propose une histoire par le cadre. C'est que, en voyant que Reslander travaille sur des grandes références qui viennent de la peinture ancienne, voilà, les petits métiers, c'est aussi la gravure française, la jeune vierge qu'on vient de voir dans le flou, qui est une façon de vendre des bondieuseries, les compositions à l'antique. Moi, j'ai fait beaucoup de portraits de moi au studio Déclic, mais là, il faut commander une séance spéciale, c'est beaucoup plus cher, hein. À l'antique, ça ne va pas à tout le monde, il faut reconnaître. Mais voilà, tout cet art, ça a l'air de rien, parce que c'est ringard, c'est moche, c'est convenu, mais c'est aussi un métier, un savoir-faire incroyable que de faire ça. Et puis, chez Reslander, j'ai voulu l'isoler parce que je viens au vif du sujet. Il y a quelque chose de l'ambiguïté de l'image aussi qui fait qu'il ne fait pas que copier la peinture, même si dans mon cadre numéro 2, j'ai dit que le premier, c'était cette idée de hors-champ et de regard caméra avec Hill. Ici, chez Reslander, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont jusqu'au bout, il veut faire de la peinture. Il veut faire de la photographie un art grand comme la peinture. Et vous voyez que le jeu du masque, de grimace, de calme, l'ambiguïté qu'il y a dans le symbole du théâtre, c'est ce que Reslander veut convoquer ici dans la photo. Il va aussi, et c'est là où ça devient vraiment amusant, au cœur de l'image populaire, se mettre en scène lui-même. C'est-à-dire que ça, c'est un autoportrait de Reslander qui a l'air pas très en forme en train de se soigner. Et donc, vous allez me dire, on est plus près de Bénil que de l'histoire de l'art avec un sens noble. Ben non, il me semble que si on a un objet populaire, il s'agit de regarder qu'est-ce qui est en train de se dire là-dedans. Ce qui est en train de faire Reslander, c'est qu'il est en train, comme tout le monde, hein, il n'a pas d'originalité, l'originalité, elle va venir juste après ça. Ce que fait Reslander, c'est qu'il utilise cette photo qui se développe dans les années 1840-1860 comme un objet de consommation, et il le met en scène, et il se met en scène pour en faire un objet de circulation, d'idées, de la vie de tous les jours, de farce, comme le faisait exactement la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Il ne faut pas se tromper, c'est que Adrian Brouwer, même on va dire Bruegel, toutes les scènes paysannes, c'est aussi de la peinture pour accrocher chez soi, pour être sympa dans sa cuisine, pour vivre avec la peinture. La photographie fait la même opération de réalisme, en même temps d'un réalisme qui est théâtral et surjoué. Parce que ce que Friedlander va faire, c'est vraiment se mettre en scène assez souvent dans des images de composition, mais où il va jouer ici sur les expressions du visage, et donc se servir de tas d'éléments. Je reviens à Denis Roche et à ses commentaires d'images. Denis Roche dit sur Reslander quelque chose de merveilleux. Il dit, voilà, les photographes du début, ils sont aussi intrépides qu'insolents, qu'innocents. Rien n'échappe à Reslander, onirisme, ostentation, intimisme, allégorie, composition gigantesque, on va y venir. Il va être précurseur du surréalisme, et il parle de cette photo qui, s'il n'avait pas attiré mon attention dessus, oui, j'aurais un peu laissé passer. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça alors? Denis Roche, il va directement. Précurseur du surréalisme, il est l'auteur du rêve qui monte en contre-plongée un homme endormi, allongé sur un sofa, la main sur le sexe, tandis que des petits personnages en bois articulé grimpent à qui mieux mieux sur une armature de crinoline. Alors effectivement, si on regarde ça comme l'anticipation, puisque ça s'appelle le rêve, de choses qui vont intéresser les surréalistes, effectivement, on n'est pas loin d'être devant une image qui, à force de vouloir monter des petites scénettes de façon pas très réaliste, amène la photographie dans un univers théâtral presque du troisième degré, plus ou moins maîtrisé. Ce que ajoute Denis Roche, qui est tout à fait important, c'est que pour vanter son savoir-faire, Reslander va fabriquer des images fantaisistes, fabriquer des images duplices, c'est-à-dire avec un trucage, un Saint-Sébastien, et surtout ce petit chef-d'œuvre qui est un double autoportrait, voilà, pour vanter son savoir-faire autant que sa personne, savoir-faire et sa personne, c'est-à-dire la photographie va devenir un art du photographe et plus non plus un cliché anonyme qu'on diffusera un peu partout. Et ce qu'ajoute Denis Roche, qui est très parlant, selon un principe qui plaira beaucoup à Toulouse-Lautrec, féru de ce genre de drôlerie, on le sait, et de Marcel Duchamp.
L'image peut être double, c'est le cas de le dire, on a deux fois Regelander, mais en plus duplice, c'est-à-dire elle ne dit jamais tout à fait ce qu'elle veut dire. À l'époque, il n'y avait de trucage qu'en photographie, alors pourquoi ne pas en profiter pour mélanger académisme et publicité de soi, singerie et idéologie? Que dit l'image clairement? Regelander, l'anglais, se veut à la fois le soldat et l'artiste dévoué à une seule cause, le service de l'Empire. Et s'il y faut quelques cabotinages et des symboles clairement affichés, l'atelier du photographe permet de rassembler les accessoires adéquats. Le chevalet sur la droite et l'estrade sur la gauche. À la fois l'histoire de la peinture sur le côté droit de l'image et à la fois l'estrade du photographe sur le côté gauche de l'image. Il s'agit pour Regelander de jouer avec son image, de jouer avec la publicité, avec le sens de l'engagement militaire ou de l'engagement de l'artiste, peut-être s'en moquer un peu, sans doute. On est en 1871. Mais également, dit Denis Roche, de faire basculer l'histoire de l'art et de la photo de la peinture vers la photographie. Parce que ce qui plaît beaucoup à Regelander et qui va me servir de conclusion le concernant, c'est cette peinture de Raphaël qui est sur les murs du Vatican à Rome, une sorte de composition invraisemblable. La dispute du Saint-Sacrement, ils sont tous les docteurs de l'Église en train de discuter si le sacrement peut être saint, pendant qu'à l'étage supérieur, ça discute aussi, enfin ils sont un peu plus assurés, une sorte de composition en double, en courbe inversée, on va dire en parenthèse opposée. Qu'est-ce que fait Regelander? Il va en faire une composition énorme en 1857. Two Ways of Life s'est présenté à l'exposition à Manchester en 57. On reproche à cette image qui est incroyable. On lui reproche les nus, on lui reproche la production mensongère, le fait de prétendre au statut de la noblesse de l'art. Qu'est-ce que fait Regelander, si je vais un peu vite? Il invente Photoshop. C'est-à-dire que, évidemment, aucun de ces personnages n'a posé ensemble et les spécialistes du studio Déclic vous diraient que ça se voit un peu. C'est un peu copié-collé, vite fait. Mais le cœur de ce que je vous racontais sur Regelander, et je finis mon 2 sur 3, c'est que en allant piocher dans l'univers de l'histoire de l'art, alors c'est assez précis, hein. On est sur la gauche, l'encyclopédie de la photographie du Larousse le commande page 117, le péché figure attablé sur la gauche des activités impies, de femmes à demi nues tentent le jeune homme, deux autres allongés incarnent l'oisiveté. Ça a l'air cool, l'oisiveté, se dit en passant. La femme hâve au premier plan annonce leur inexorable chute. Celle qui chuchote au fond représente la complicité. Ouais, elles sont là. Puis les trois hommes au centre qui m'ont l'air un peu, pour être très frais, le père ou un sage, même deux frères campagnards de la jeunesse à l'âge adulte, ils doivent choisir entre deux modes de vie. Celui de gauche est attiré par une vie de péché. Oui, il a l'air déjà bien motivé, celui à gauche, pour nous, alors que celui à droite a l'air d'aller vers une vie qui est quand même un peu raisonnable. La vertu, arche au-dessus, colonnade, décor de théâtre, tout est grandiloquent, mais on a exactement en 57 la peinture académique telle qu'elle est vantée dans les grands salons, qui est la suite de ce qu'a fait Ingres. Ce sont les grands formats que viendront combattre Courbet puis les impressionnistes. Qu'est-ce que fait Regelander? Il va sur le terrain même de la peinture, en inventant un cadre qui est invraisemblable, parce que pour nous, ça paraît plus que kitsch, en fait. Allégorie moralisante complexe, dit le texte, le désir de certains photographes britanniques au milieu du XIXe siècle de démontrer la légitimité artistique de la photographie. Ce que j'aime bien dans celle-ci, le tirage est plus ancien, regardez bien, l'arrondi du haut ajoute encore plus au côté photographique. Quand le cadre est coupé en droit, en rectangulaire, ça fait encore un petit peu Photoshop mal fait. Ici, on a un début de peinture. Ce que Regelander fait, c'est qu'en jouant la carte des allégories vivantes inspirées de la peinture, il emmène la photographie directement sur le terrain de la peinture, mais au nom du cadre. Le cadre, dans les deux sens du terme, vous le comprenez. Le cadre, le rideau, la composition, les personnages au milieu, les scénettes qui se répondent, mais aussi le cadre, c'est-à-dire l'ambiance picturale de la peinture de l'époque. Une petite merveille méconnue. J'en finis avec Parsons, c'est un peu plus rapide, un peu plus simple pour ça. Sur cette histoire de lien avec la peinture, je voudrais parler
Parson et de Cameron. Pourquoi Parson nous intéresse? Il fait quelque chose qui est assez important. Il est lui aussi photographe. Il va lui aussi travailler pour un ami qui est peintre en faisant des photos de sa fiancée qui s'appelle Jeanne Morris. Voilà, parce que Parson va faire des photos pour un peintre. Les premières photos en intérieur, on a une série de pour le peintre Rossetti, qui est un peintre que je vous montre tout de suite. Toc, voilà. Dans ces années 1860, on est en 65 avec les photos que je vais vous montrer. On a une espèce de retour à l'ordre, si on peut dire ça comme ça. Les pré-raphaélites décident de peindre comme on peignait avant. Vous voyez, la date est ici, 68. C'est-à-dire comment on peignait avant Raphaël, qu'on vient de voir chez Reslander. Et donc, surtout pas de photographie, c'est-à-dire peindre directement les modèles tels qu'ils sont, rêver quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, beaucoup avec ce médiéval fantastique, à un monde d'avant la Renaissance et d'avant la modernité, d'un monde qui serait tout à fait simple. Et beaucoup, Rossetti, Burne-Jones, tous les gens qui gravitent autour de ce mouvement vont prendre des tenues qui évoquent le Moyen-Âge, revenir à quelque chose qui soit fondamentalement anti-moderne. Alors, qu'est-ce que la photo fait là? C'est là où ça devient intéressant. C'est que l'opérateur Parson, que voilà, on a rien du tout sur sa vie, on ne sait pas du tout ce qu'il a fait, on ne sait pas du tout comment il est. On sait juste que à côté de lui, Madame Jeanne Maurice, c'est la muse de Rossetti. Elle est mariée à un autre théoricien du mouvement, on va dire pré-raphaélite, si je vais vite, s'appelle Arts and Crafts, c'est William Morris. Il est poète, dessinateur, artisan. Il est l'ami de Rossetti et il va laisser cette magnifique chevelure de Jeanne Maurice être prise en photo. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la photo sert de support. Elle n'est pas là pour être copiée. C'est pour ça que je les ai mises côte à côte. Elle est là pour servir de repère. Et dans le travail de Parson, on peut voir à la fois ça comme une étude qui servira pas en tant que telle, c'est pas la photo en tant qu'art. Et nous, avec notre regard moderne, on y voit quelque chose de merveilleusement simple, de, de non affrété. En comparant avec Reslander, on voit à quel point c'est moins posé, c'est moins concon avec tout un tas de décors. Le cadre, c'est le cas de le dire, il est très simple. Une chaise, un fond, un visage plutôt de profil, des éléments bien découpés sur un fond uni, avec un fond qui est flou. Donc on a tous les outils de la photographie qui sont là disponibles. Le jeu de la netteté, le jeu du flou, le jeu du hors-champ dont je parlais. Pourquoi est-ce qu'il est là dans les photos de Parson? Parce qu'en fait, je vais le dire d'une façon simple, Parson ne veut pas être artiste. Il fait ça pour son copain Rossetti. Et je crois qu'en faisant quelque chose comme un outil pour quelqu'un d'autre, il oublie la prétention ambiante de copier la peinture. Et en oubliant de copier la peinture, il amène, entre guillemets, sans le savoir, la photographie vers un art en soi. C'est-à-dire le jeu du fond et du personnage, le jeu de la lumière rasante sur cette chevelure qui est incroyable, et découpée assez nettement sur les vêtements et assez douce sur le reste du visage. Le principe de pose. Et sur la fin des photos de personnes, puisqu'il en a fait une série de 18, si je ne vous dis pas de bêtises, voilà, 18 photos, on n'a que ça. J'ai laissé pour la fin celle où Jeanne Maurice pose dehors, et on rejoint tout ce que je viens de vous dire. J'espère que vous avez suivi parce que je ne pourrai pas répéter. Ce sera en ligne sur la chaîne YouTube de Préfiguration et du Studio des Clics. Le fond, nature. La lumière, nature. Quelquefois, le regard caméra. Et pour ce chef-d'œuvre final, une pose qui nous interpelle. Voilà, les yeux, le jeu de la netteté, le jeu du fondu est quelque chose d'assez saisissant. Alors, j'ai dit que je ne pouvais pas en parler, donc je vais très vite. Lewis Carroll, ami avec des enfants, prenant en photo des enfants,
avec un jeu qui se retrouve, c'est assez précis, hein, il ne faut pas s'emballer. Je vais vous le lire précisément parce que comme ça reste enregistré, je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose d'un peu curieux. C'est-à-dire à la fois, à 24 ans, il se met à la photographie, il va faire beaucoup de photos d'enfants. Il y en a beaucoup à ces époques-là. Alors, présenter l'enfance des petites filles en robe ou quelquefois dévêtues, il n'y a pas que lui. Cameron, on va le voir après, des femmes, Irene McDonald, Margaret Cameron. Le sujet de prédilection est une image pieuse, mais en effet, et c'est très beau d'ailleurs, c'est très joliment composé, très simplement. Mais quand la petite fille devient une espèce de mendiante comme un jeu, effectivement, il y a une ambiguïté, puisqu'elle est à demi nue, on voit un de ses mamelons, c'est pas du tout anodin pour nous qui le regardons aujourd'hui. Et les historiens de l'art, c'est pour ça que je veux ni éluder la question, ni la régler en 2 secondes, il faudrait être un peu sérieux. Euh, Bien justement, se pose la question du rapport de Lewis Carroll à ses modèles. Euh, voilà ce que dit cette encyclopédie Larousse. Chez Watts, chez Margaret Cameron, les bébés sont souvent nus ou en partie dévêtus, en ne la portant jamais soupçonné de dépravation comme Dodgson. Dodgson, c'est donc Lewis Carroll. Dodgson, Lady Awarden, Margaret Cameron montrent leurs photos, les exposent à la Photographie Society de Londres, donc ces images sont montrées en public, ne sont pas sous le manteau. Dodgson demande généralement aux parents leur accord pour photographier leur fille et leur offre parfois des tirages. Donc, on est dans quelque chose qui est ouvertement. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être vu de façon ambiguë aujourd'hui, puisque le texte ajoute, et c'est important, cela ne signifie cependant pas que ces photographies soient totalement innocentes. Représenter des enfants et de jeunes femmes en train de jouer permet de critiquer les conventions régissant la vie des adultes. L'ambiguïté des images, ça signifie toujours quelque chose et c'est à ça que ça sert. Par contre, je voulais le montrer parce qu'il est anglais comme les 2 précédents et la dernière qui suit. Il est même ami avec chacun d'eux. Et puis parce qu'on est de l'autre côté du miroir et que déjà, les illustrations elles-mêmes de Alice, c'est plutôt flippant. Cette ambiguïté-là, elle est partout présente. Et que s'il y a bien un terme qui joue avec le cadre, c'est celui d'être de l'autre côté du miroir. Pour finir dans mes 5 minutes avec la plus importante photographe. Alors, mon ami Philippe Marquier, qui s'occupe de l'histoire des femmes en art, me disait c'est la plus grande photographe du 19e siècle. Elle a surtout un parcours invraisemblable, Margaret Cameron. Elle est née en Inde et elle est élevée en France, en Angleterre, en 1815, elle est née. Elle revient en Inde en 38, elle épouse un juriste qui s'appelle Cameron et ils reviennent en Angleterre en 48. Et c'est seulement, il s'installe à l'île de Wight, et c'est en 1863, donc elle a une quarantaine d'années, que sa fille lui offre un appareil photo. Donc une femme qui n'a pas du tout une carrière de photographe. Et à mon avis, c'est très important, c'est pour ça que mon ami Philippe Marquet a raison de dire, ouais, vous savez, peut-être qu'on découvre et redécouvre avec raison des tas d'artistes femmes qui ont été mises de côté. On se demande, et on ne pourra pas le trancher aujourd'hui, s'il y aurait un regard féminin. Alors, il y a des historiens ou historiennes qui disent, ben non, ça n'existe pas. On sait aussi que la façon, la culture, l'éducation, les codes qu'on reçoit quand on est un garçon et une fille ne sont pas les mêmes selon les pays, selon les époques, selon votre milieu social. Voilà le mari beaucoup plus vieux de Cameron, Charles A. Cameron, et donc que ce regard peut être pas le même selon qu'on est un homme et une femme. Et chez Cameron, ce qui m'intéresse de souligner ici en une phrase, c'est que eh bien là aussi, comme je disais que Parson, en prenant en photo un peu hors cadre, pour jouer sur les mots, des images pour son copain Rossetti, pour qu'il peigne, c'est-à-dire en ne se souciant pas de à quoi ça va servir. Mais j'oublie de le dire, quand Parson fait les photos de Jane, il est aiguillé par Rossetti, c'est-à-dire il lui dit comment travailler, comment cadrer, comment composer. Mais le fait de ne pas avoir la pression de vouloir faire du grand art, et le fait sans doute ici chez Cameron d'avoir un appareil photo très tardivement, mais de consacrer un étage de sa maison, la cave au tirage et puis la verrière au système d'exposition, permet aussi d'avoir une espèce de distance qui sans doute va participer à l'ensemble. Alors, Denis Roche, j'y reviens. Lewis Carroll n'aimait pas les photos de Margaret Cameron. En juin 64, il note dans son journal Visite à l'exposition photographique, très maigre, médiocre. Je n'ai pas du tout aimé les grands portraits flous de Madame Cameron. Parce que dans l'air du temps de cette époque-là, c'est plutôt cette peinture-là, celle que je viens de montrer, de Rossetti, vous voyez,
l'ami de personne qui avait commandé ces grandes photos avec ces grandes chevelures merveilleuses. Beaucoup de dessins, beaucoup de profils. C'est la peinture à la mode dans ces années-là. Cette peinture qui joue avec le faux, qui joue avec la duplicité. J'ai choisi aussi ce miroir de Vénus parce que l'ambiguïté de l'autre côté du miroir, c'est toute cette société anglaise de cette époque-là, avec quelque chose qui est très, très chargé, à la fois visuellement, mais à la fois symboliquement. On aura un équivalent merveilleux d'ailleurs en Belgique. Il y a une école belge symboliste qui est une petite merveille à découvrir. Voilà un autoportrait de Rossetti. Voilà, cette peinture-là influence énormément Julia Margaret Cameron, dont voici les photos. Et Lewis Carroll, juste retour de vanité, quelques mois plus tard, note aussi dans son carnet, on est en 64, j'ai rendu visite à Madame Cameron qui m'a prié de lui apporter mes photographies ce soir. Elle m'a montré les siennes, dont certaines sont très belles. Gageons, dit Denis Roche, que si tout opposait ces deux grands artistes, il n'avait surtout rien à se dire. Cameron s'est adonné sur le tard à l'art qui allait la rendre si justement célèbre. Elle a 48 ans. Quand sa fille lui offre un appareil plutôt primitif et sur l'île de White, voilà, elle transforme le poulailler en studio, la réserve à charbon en chambre noire, et puis elle prend en photo ses filles, des peintres, les domestiques, et surtout, par sa sœur qui tenait un salon, des écrivains, des savants, qui garderont tous un très mauvais souvenir de ces poses, puisque ça dure un temps fou. Alors si on va vite, puisqu'il faut aller au fait, vous reconnaissez la peinture pré-raphaélite, en fait c'est une sorte d'équivalent en photo qu'elle va, sous l'influence d'un ami photographe que je vais vous montrer juste après, utiliser pour illustrer un livre de poèmes. Ça n'a pas tellement marché. On n'est pas prêt à accepter que la photographie soit une sorte de peinture. Un art redoutable de la composition et surtout du flou et du net, qui va, on revient aux explications en boulet de canon, ma spécialité enchantée, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui va vers le pictural par cette espèce de flou, à la fois quelque chose qui frôle le mièvre dès qu'on met du flou un peu partout. C'est comme le curry dans les plats, un petit peu c'est bien, beaucoup ça devient indigeste. On a de longues séances de pause, c'est-à-dire les pauses durent plusieurs minutes, et voilà comment on se retrouve avec des flous qui pour la société anglaise, en peinture comme en photo, en 1864-66, ça ne plaît pas. Voilà, le flou, personne n'aime ça. C'est ce que dit Carole, mais c'est par la pause longue qu'elle peut faire ça. Et ce que dit Denis Roche, qui est une merveille, et ça, je suis obligé de lui piquer la formule. Oui, on jugeait ces portraits flous, ces modèles tenaient difficilement la pose qui durait jusqu'à 10 minutes, les visages sont trop proches, mais il ajoute quelle intensité en échange. Ces formats sont trop grands, elle partage les idées des pré-raphaélites, elle invente le pictorialisme, c'est-à-dire avant tout le monde cet art du flou. Et ce que dit, elle fait poser les poètes Tennyson, Carlyle, l'historien, Darwin, Alice Liddell, qui est aussi le modèle de Lewis Carroll, la Alice, mais quand elle a 20 ans, plus quand elle est enfant. Et elle réalise, on va le voir juste après, un merveilleux portrait de Carroll qui sera la future mère de Virginia Woolf. Elle rencontre Alfred Tennyson, qui est peint ici par Frédéric Watts, pour illustrer son livre de poèmes dans lequel elle va essayer de refabriquer une sorte de légende arthurienne que voici, qui est une petite merveille aujourd'hui, une merveille théâtrale un peu exagérée. Voilà. Elle prend des mises en scène sur la Bible, les légendes d'Arthur, la Renaissance, toujours Raphaël, qui est le grand référent. Elle évite la mièvrerie et l'évanescence. On pourrait dire à Denis Roche, peut-être pas tout à fait, mais il nous convainc que c'est vrai en ajoutant une chose merveilleuse. Elle réussit l'essentiel. Voilà, on a affaire à un portrait d'enfant. Pourquoi il n'est pas mièvre? Parce qu'il nous regarde avec une détermination redoutable, cette petite. Elle a l'air d'être à la fois en colère, d'être à la fois présente, et tout ce flou, toutes ces petites ailes qui ajoutent à la mièvrerie viennent contraster avec cette façon de nous regarder. Tout le cadre autour, tout ce décorum qui pourrait faire un petit angelot mignon est contrecarré par ce regard direct. Et ce que dit Denis Roche, qui est une merveille d'intelligence, elle réussit, dit Denis Roche, l'essentiel en montant le clair-obscur et le flou l'un contre l'autre.
Alors ça, il faut que je le relise parce que, excusez-moi, mais on touche au génie. Le clair-obscur, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air de sortir du noir. Et donc, quand quelque chose sort du noir, si vous voyez Caravage, ça a l'air d'être découpé. Et en même temps, c'est flou. Et ce que dit Denis Roche, c'est pas seulement, c'est déjà un œil. Dans ces images, il y a du flou et du clair-obscur. Mais ce que dit Denis Roche, c'est qu'elle arrive à créer une tension entre l'un et l'autre. Le clair-obscur est constamment recherché, le flou toujours volontaire. Et là, Denis Roche devient un peu plus lyrique et je laisse défiler d'autres portraits merveilleux, voilà Darwin, de Juliette Margaret Cameron. Denis Roche ajoute: alors le temps laisse libre cours à la chair qui semble repousser brusquement les parois latérales de l'image. Les parois latérales de l'image. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis une heure. Qu'il y a du hors-champ, les modèles sont tellement présents qu'ils ont l'air d'être plus que dans l'image. Qu'est-ce qui fait cette densité de présence? C'est qu'ils ont l'air de regarder vers nous, de regarder derrière nous, de regarder autour de nous. Et par cette densité vient du cadre qui enserre les personnages et qui, par ce jeu entre le flou et le fond, crée une densité de présence. Les détails sont estompés par l'éclairage en clair-obscur. L'objectif, un effet de flou volontaire, celui-là je l'ai pris dans Wikipédia, donne un rendu vaporeux mais net aux bons endroits. La pose pouvait durer plusieurs minutes parce que Cameron utilisait une lumière tamisée de grande plaque. Il en résulte de ses portraits une impression d'intimité et d'intensité psychologique. Ça a l'air à la fois proche, ils sont très proches de nous, et en même temps, par la pose longue, il y a quelque chose d'intime. Cette rêverie qu'on avait vue qui faisait penser presque chez Octavius Hill à de la peinture, à quelque chose d'autre. Voilà, Juliette Margaret Cameron prise en photo par un de ses enfants. Et puis la fin qui est merveilleuse, c'est qu'elle retourne vivre assez lent avec son mari. Et à nouveau, elle arrêtera la photographie. Elle avait pris, je vous l'avais dit, en photo la mère de Virginia Woolf. Et Virginia Woolf écrira une introduction qui fera connaître les images de Margaret Cameron. La conclusion du gars qui a débordé, elle est brève. Elle est extraite du livre La Chambre claire de 1981 de Roland Barthes. Il y dit un truc très savant. Comme vous êtes sur la fin, je peux vous achever. Il raconte, on est page 172, on a une photo de Mondrian. Il raconte un truc personnel. Il dit, voilà, l'autre jour au café, un adolescent seul parcourait des yeux la salle. Parfois, son regard se posait sur moi. J'avais alors la certitude qu'il me regardait, sans pour autant être sûr qu'il me voyait. Il me regardait, voilà. Pour tous ceux qui sont myopes, tous ceux qui vivent avec des myopes, moi je suis myope et à un moment donné, quand je portais pas de lunettes, ma femme me dit: ah, c'est un regard intense, en fait, c'est parce qu'on voit pas, en fait. Donc c'est la très célèbre séduction du regard myope. Depuis, je mets mes lunettes parce que je veux pas qu'il y ait malhonnêteté sur le produit. Distorsion inconcevable, dit Roland Barthes. Comment regarder sans voir? Oui, comment il y a des gens savants qui savent dire ce que je vous raconte facilement. On dirait que la photographie sépare l'attention de la perception. C'est-à-dire, il y aurait une intensité des gens dans la photo de Cameron, c'est comme ça que je le traduis, comme s'ils ne nous voyaient pas, comme s'ils regardaient derrière nous, ou comme s'ils regardaient en nous. Voilà, est-ce que Barthes dit d'une façon très savante, c'est comme un acte de pensée sans pensée, une visée sensible. Et il le dit d'une façon bien plus rigolote à propos de cette photo de Mondrian: comment peut-on avoir l'air intelligent sans penser à rien d'intelligent? Et ce que finit de dire à la fin du livre La Chambre claire, un jeu de mots avec la chambre noire, voilà, il y a dans chaque photographie autre chose qu'un le punctum qui n'est plus une forme, plus quelque chose qui attire mon attention, dit Barthes. C'est pour ça que le cadre dont je parlais, c'est à la fois celui de l'histoire de la photo avec le cadre qui entoure, l'histoire de l'art qui est toujours présente, le hors-champ, le cadre qui sort, mais aussi toute la capacité de recentrer l'attention à l'intérieur. Voilà, une histoire de la photo par le cadre, c'est ça en fait. C'est que Barthes dit, il y a toujours quelque chose comme ça a été. Toute la photo montre quelqu'un, voilà, un condamné à mort juste avant d'être tué, donc il nous regarde depuis loin en fait. Mais Barthes ajoute, voilà, le Ernest en question, elle ne dit pas forcément que ça n'existe plus, puisque Ernest,
Depuis 1931, il commence à être un peu, il ne doit plus avoir de culotte courte. Mais Barthes a une formule merveilleuse. On se doute que quelque chose a été fixé du temps présent. Mais ce que dit Barthes, qui est une formule merveilleuse, le passé est désormais aussi sûr que le présent. Alors, la transition pour la prochaine fois, quand on parle de cadre, c'est que dans les photos anonymes, il y a des cadres et vous voyez que l'image ici présentée porte un merveilleux cadre. Alors, vous comprenez l'astuce, c'est qu'il y a une dame qui porte un cadre dans un cadre, mais que nombreuses des images que je vous ai montrées, elles sont exposées, montrées par les historiens de l'art sans cadre, et on peut pas oublier que le décorum du cadre fait partie de l'image et va bien avec les robes de ces deux sœurs, j'imagine, et que ce petit chef-d'œuvre qui fascine complètement Denis Roche. Regardez bien cette photo. Et je vous dis au mois prochain ou au 2 octobre. Regardez bien cette photo. Un homme et une femme, peut-être des époux, ou bien le frère et la sœur. À la rigueur, des cousins germains ou des fiancés tiennent à montrer une photo. On ne sait pas qui sont ces gens. Hein. On ne sait pas qui a fait la photo. Hein. On va parler d'anonymat la prochaine fois. On est dans le cadre et toute cette vie qui est autour, qui est convoquée hors du cadre et dans le cadre par la photo, toute cette tension entre l'intérieur de l'image et l'extérieur qu'il n'y a pas dans la peinture, qu'il n'y a peut-être même pas de la même façon dans le cinéma qui est toujours fictionnel, il est dans la photo. Denis Roche dit des cousins germains, le frère, la sœur ou des fiancés, ils veulent montrer une photo. Ce n'est pas à proprement parler une photo dans sa matérialité. La plaque trop brillante, dans son cadre de bois lourdingue, semble la corseter, comme pour dire un peu plus qu'elle est inaltérable. Non, ce sont des fantômes qu'ils montrent. Pourquoi ils posent avec une photo autour d'eux? C'est un truc de fou de faire ça. Alors, vous voyez, on est des philosophes en herbe, mais alors de la photo dans une photo dont on parle, c'est un truc invraisemblable. Barthes peut dire ça, le passé est certain maintenant. C'est pas rien comme invention. Ce sont des fantômes qu'ils montrent, des vérités humaines antérieures dont ils sont sans doute les seuls rescapés. Alors il fait une hypothèse de Niroche qui est merveilleuse, de fiction. Leur mère, très certainement, et eux deux, quand ils étaient des enfants. Peut-être un autre enfant, un frère, une sœur, mort en bas âge ou disparu pour quelque raison. C'est peut-être pour ça qu'ils montreraient la famille qui est plus là. Ils montrent ainsi paisiblement qu'ils se sont poursuivis un peu plus loin dans le temps. Réfléchissez bien, dit Denis Roche. Il ne peut y avoir de pléonasme en photo, car une photographie, quelle qu'elle soit, parle déjà deux fois du temps. Une fois pour dire qu'elle s'en saisit, et une autre pour dire qu'il est passé. La photographie ne peut avoir non plus en elle de trompe-l'œil. Elle sera toujours une mise en abîme par excellence. Elle est l'esprit qui regarde l'abîme, un morceau de l'abîme tranché net avec, et c'est là où est mon cadre, 4 angles droits terriblement coupants. Le cadre autour de cette image, c'est celui qui dit ce que vous avez à voir. Vous savez très bien qu'il y a des choses autour, vous savez très bien qu'il y a des choses derrière. Et là, on vous invite à montrer, voilà, le passé, il est avec nous dedans. Et pourtant, on est coupé par un cadre. L'histoire de la photographie par le cadre me semble assez fructueuse. Au mois prochain.